Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Hadza. Salut Marie, comment tu vas? Ça va Bonjour tout le monde. Eh ben ça va, tranquillou. Ça y est, on approche de l'été petit à petit. Oui, on dirait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui on dirait pas du tout. Hier ça va, c'était sympa. Ouais. De quoi on va parler aujourd'hui, Marie? Alors, on va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui, dans le sens où on va parler des sujets naturopathiques un peu controversés, en quelque sorte les clichés naturopathiques. Ah, les clichés, les fameux clichés. Voilà. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup et l'objectif pour nous, c'est aussi d'apporter de la nuance parce que, oui, on peut donner des conseils, etc. Mais c'est quand même bien d'apporter de la nuance et on en revient du coup à ce qu'on dit régulièrement, la notion d'équilibre et la notion d'individualité. Bon, de quoi on va peut-être commencer par les clichés dans l'alimentation. Ouais. Ça peut être sympa. Il y en a pas mal dans l'alimentation. Ouais, puis c'est un des gros piliers en naturo, donc c'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent en plus dans le podcast. Donc, ouais. Par quoi tu commencerais, Marie? Allez, dis-moi un bon cliché qu'on te sort souvent. Les produits laitiers, c'est pas bon pour la santé. Faut arrêter d'en consommer. Sont nos amis pour la vie. C'est pas vrai. Les produits laitiers, ils sont mauvais pour la santé, non? C'est pas inflammatoire. J'en peux plus. Déjà, ça commence, j'en peux plus. On dirait que tu fais du théâtre. J'ai été voir ma nièce hier au théâtre, ça m'a donné Ah, voilà, c'est ça. de l'inspiration. Alors, il est vrai qu'on va avoir tendance à dire que les produits laitiers sont inflammatoires, mais il faut aussi nuancer. En fait, je pense que dans l'esprit commun, après, c'est de vraiment mettre un cliché sur les produits laitiers en mode c'est pas bon, c'est inflammatoire, on va plus en consommer, etc., etc. Et là où je trouve où c'est important de mettre de la nuance, c'est que ils peuvent être aussi bénéfiques pour la santé. Après, on en revient aussi de bien choisir ses aliments et choisir des produits de qualité. Ouais. Alors, par exemple, finalement, en termes de produits laitiers, quel type de produits laitiers serait de meilleure qualité que les autres? Déjà, tout ce qui va être produits laitiers crus, parce que le fait de ne pas pasteuriser, donc de ne pas chauffer, on va garder toutes les enzymes qu'il va y avoir dans les produits laitiers. Les enzymes qui déjà vont nous permettre de digérer aussi. On parle beaucoup du lait parce qu'il est difficile à digérer aussi pour certaines personnes. Il est vrai que physiologiquement, on a moins de lactase aussi à partir d'un certain âge. Quand on est enfant, je crois que ça doit être à partir de 8 ans. On en fabrique un petit peu moins, donc on dit que c'est plus difficile de digérer le lactose parce qu'on a moins de lactase. Mais si on prend un produit laitier qui est cru, on a justement des enzymes qui nous permettent au niveau intestinal de fabriquer cette lactase et donc de mieux digérer le lait. Si on prend un produit laitier qui est cru, potentiellement on a tout ce qu'il faut dedans pour qu'il soit aussi bénéfique pour la santé. Alors que c'est vrai que si on en choisit un qui est pasteurisé, oui, c'est sûr que pour la conservation c'est beaucoup plus pratique, mais on détruit quand même un petit peu toutes les enzymes, les vitamines et les minéraux qui sont dedans. Alors est-ce que c'est vraiment utile? Ça peut. Après, ça veut pas dire qu'il faut jamais se prendre un verre de lait comme ça si on aime bien et qu'on le digère bien. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas non plus. Mais voilà, il faut nuancer. Faut pas se dire que c'est forcément mauvais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on réfléchit, ce qui se passe, c'est que la majorité d'entre nous, on fait nos courses en supermarché. Oui. Et très franchement, en dehors du lait pasteurisé, voire UHT, donc chauffé à ultra haute température, oui. On ne trouve pas en rayon du lait cru. Non. Ça commence un petit peu, peut-être d'un point de vue beurre. On commence à en avoir en rayon et encore, c'est plutôt en magasin bio. Ouais, le beurre cru, moi, je le trouve que en magasin bio. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile à trouver du lait cru. Ouais, alors concernant le lait cru, du coup, Marie, est-ce qu'il y a des personnes, par contre, à qui on ne recommande pas de le donner ou est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Tout à fait. Du coup, on va pas consommer de produits crus
chez la femme enceinte et allaitante. Et c'est déconseillé aussi aux enfants de moins de 5 ans. Donc voilà, après... Ok. C'est le temps que le système immunitaire il soit suffisamment opérationnel, quoi. Tout à fait. Bon, c'est très intéressant sur les produits laitiers, sur le lait. Après, encore une fois, c'est vrai que le lait contient beaucoup de minéraux et celui qui est beaucoup mis en avant, c'est le calcium. Oui, L'idée, c'est que c'est bien de varier et puis de se rappeler qu'il y en a aussi dans d'autres aliments, comme les légumes, etc. tout à fait. Notamment les choux. Dans les choux, vous trouvez beaucoup de calcium. Et d'ailleurs, déconstruisons une idée. Oui, parce qu'en fait, souvent, ce qu'on diabolise, enfin, ouais, ce qui va être entendu dans l'esprit des gens, c'est de diaboliser les produits laitiers. Mais en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qu'il faut diaboliser, c'est juste les industriels. Bien sûr. Parce que concrètement, la pasteurisation, ça détruit, comme je le disais, les enzymes. Et notamment, l'enzyme qui va vous permettre de fixer le calcium, d'assimiler le calcium. Donc c'est quand même un peu dommage de vendre les produits laitiers pour le calcium et finalement de se retrouver avec un produit qui a été chauffé et qui a détruit cette enzyme qui permet de l'assimiler. Donc bon. Après, je pense que c'est comme tout, enfin, c'est là où c'est délicat, c'est qu'en fait, il y a quand même des avantages à la pasteurisation et au fait de chauffer, parce qu'il ne faut pas oublier que grâce à ça, on a réussi à éradiquer certaines bactéries, certaines maladies. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est que c'est pour le confort en fait de l'être humain entre guillemets, parce qu'on se dit comme ça on va pouvoir conserver le lait plus longtemps, on va pouvoir faire nos courses moins souvent, parce qu'on fait plus le marché comme avant pour aller à la ferme ou autre. Mais du coup, c'est vrai qu'en contrepartie, on perd en fait les minéraux et les vitamines qui étaient contenus dans le lait. Ouais, on perd en qualité. Tu sais, ça me fait penser ce que tu viens de dire, le fait de vivre dans un milieu aseptisé en fait. Ouais, complètement. Parce que à force d'aseptiser complètement les milieux, on n'est plus en contact avec les bactéries et c'est là où, au bout d'un moment, quand on va être en contact avec, on va tomber malade parce que notre corps est plus habitué. C'est ça. Donc voilà, c'est la petite aparté. Complètement. J'ai envie qu'on fasse un peu le parallèle aussi avec tout ce qui est gluten, tu vois, tous les produits comme ça, où on se rend compte qu'il y a de plus en plus aussi d'intolérance. Et c'est vrai que en naturo, très souvent, on préconise de réduire la consommation de gluten et de céréales, on va dire, j'allais dire presque nouvelles, mais en tout cas oui, c'est ce qu'on modernes. C'est ce qu'on appelle les blés nouveaux, parce que les anciennes céréales ne contenaient pas autant de gluten. C'est un hybride en fait qu'on a maintenant. C'est ça. C'est quelque chose qui a été inventé. Et on s'aperçoit que finalement, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus aussi d'inflammation, voire de maladies auto-immunes, etc. Parce que ça peut avoir une incidence sur la barrière intestinale. Oui. Mais finalement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Parce que c'est vrai qu'on sait aussi que quand on supprime totalement, le corps il est encore moins tolérant. Oui. Donc il faut aussi trouver le juste milieu encore une fois et est-ce qu'il y a des bénéfices à consommer du gluten par exemple? Je ne sais pas. Ouais, non mais c'est intéressant de pouvoir aussi dire qu'on ne sait pas. Ouais. Je pense encore une fois pour tout ce qui est céréales, ce qui est intéressant c'est de les varier et de se tourner au maximum vers les céréales anciennes. Mais si on mange de façon raisonnable du gluten, qu'on n'en a pas matin, midi et soir, ça peut ne pas être délétère finalement. Ouais. Moi, je pense que y a certains moments où ça peut être utile de l'éviter. Tu vois, par exemple, sur des troubles digestifs, etc. Oui, là, on va dire n'en consommer plus pendant un certain temps. J'en reviens à l'individualité. Mais comme tu dis, il faut pas l'éviter tout le temps parce que sinon après juste on va plus du tout le digérer parce que notre corps sera plus habitué. Et du gluten aujourd'hui, il y en a vraiment partout. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire le problème c'est qu'en plus, encore une fois, avec l'industrialisation, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a un ajout de gluten dans tous les produits transformés. Oui. Donc du coup, on pense peut-être pas en consommer tant que ça, mais finalement, vu qu'on mange des produits issus de l'agriculture, de l'agroalimentaire, pardon, forcément, on en consomme plus que ce qu'on imagine. Ouais. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, on fait des courses dans des supermarchés. Tu vas pas trouver du sarrasin dans un supermarché. Ou alors au rayon bio, quoi. Peut-être que ça commence à se faire un peu maintenant, mais je crois que j'ai déjà trouvé du petit épeautre dans les magasins, dans les rayons bio, dans les supermarchés. Oui, voilà, dans les rayons bio.
Et encore, même dans les rayons bio Ouais, il y en a pas souvent. des grandes distributions, pas beaucoup quand même. C'est en magasin bio que tu vas trouver ça. Et la plupart des personnes du grand public, juste, ils connaissent pas. Et c'est dommage parce que, alors il y en a certains qui aimeront peut-être pas au niveau du goût, mais en fait, il y en a quand même beaucoup des céréales. Moi, je peux citer le sarrasin, le petit épeautre, le millet, il y a l'avoine, il y a... C'est vrai qu'il y a pas mal de choix. On peut varier en fait, on n'est pas obligé de manger des pâtes et du riz tout le temps, quoi. Il y a les pommes de terre Complètement. aussi. Les féculents, Enfin, tout oui, ce qui bon, est tubercules. oui, c'est ça. Là, on était sur le gluten, j'ai étendu bah, aux allez. féculents. Mais d'ailleurs, on y viendra juste après. Mais tout ça pour dire que ouais, on peut varier, mais juste les gens connaissent pas et c'est dommage. Ouais. Et puis encore une fois, bon là on parle pas des cas où il y a une maladie cœliaque, où il y a une Oui, vraie problématique. Euh, mais l'idée, on va le redire à chaque fois dans cet épisode, c'est de trouver un équilibre et d'être un maximum dans tout ce qui est variété finalement. oui. Je pense que continuer de varier, c'est vraiment important. Parce que maintenant, il y a des gens qui sont pas cœliaques, mais qui vont prendre des trucs, qui vont éviter au maximum le Ouais. gluten. Ah non, non, moi je prends pas de gluten, etc. Parce que peut-être qu'il y a des problèmes digestifs quand il y a consommation de gluten, mais on en revient aussi à une des bases de la naturopathie, aller chercher la cause. Pourquoi vous avez des problèmes digestifs quand vous consommez du gluten? Ah oui. Bah, c'est là que c'est pas normal aussi. Et en plus, dans ce que tu dis, c'est que maintenant, il y a beaucoup de marques qui se développent autour du sans gluten. Mais en fait, Ouais, quand on observe les compositions, on s'aperçoit que c'est pas toujours très sain et oui, qu'il y a beaucoup d'ajouts de choses vraiment limite toxiques. Enfin, bah, de voilà, sucre, c'est ça, de sucre ou de... d'édulcorants, de... Donc c'est pas forcément l'idéal quoi. On veut chercher à éviter le gluten, mais finalement on va augmenter sa consommation de sucre ajouté, on va augmenter sa consommation de produits qui sont pas totalement sains. Mm. Donc Ouais. Ouais, je le vois bien sur les pains, par exemple, tu sais, les pains qu'on peut trouver un peu sous hmm. vide Ah bah oui dans c'est les rayons ça, bio, sans pain sans gluten. gluten, machin. Mais quand vous regardez les compositions, mon Dieu, Déjà il y a 10 000 ingrédients. mais oui, Si bah, tu regardes de plus près, il y a plein de. c'est ça. Autant manger du pain fait avec juste farine, eau et sel, Hmm. quoi. Ce sera moins délétère sur le long terme, en tout cas. Ça veut pas dire qu'il faut pas en manger de temps en temps de ces produits, mais sur le long terme, en tout cas, non. Finalement, on en vient au sucre. Ah bah oui, le sucre, le fameux sucre. Qu'on diabolise pas mal. Et en fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'industriel. Parce qu'il y a du sucre partout. Comme tu dis, maintenant, on va avoir un truc marketing sans gluten, etc. Mais quand tu lis les compositions, tu as du sucre partout. Finalement, c'est ce sucre-là qu'on diabolise. Hmm. Pas tant le sucre qu'on peut trouver dans les féculents, etc. Parce que même nous, on le dit parfois, éviter les pâtes blanches, éviter le riz blanc. C'est un peu plus, enfin, c'est plus sucré. Oui, ça a un index glycémique un peu plus sucré. Après, un peu plus élevé, pardon. Après, si vous l'inscrivez dans une alimentation équilibrée, sur un repas, enfin dans ton assiette, quand tu as des protéines et des légumes qui vont aussi faire baisser l'indice glycémique, est-ce que c'est hyper grave d'avoir des pâtes blanches ou du riz blanc? Bien sûr. Après, je pense que la problématique aujourd'hui, c'est que les Français, de façon générale, consomment de moins en moins de fibres. Donc l'idée de proposer, par exemple, des céréales complètes, des pâtes complètes ou des choses comme ça, c'est aussi pour essayer d'augmenter cet apport. Mais la réalité, Ouais. c'est qu'en fait, faut pas être obsédé, quoi. Faut pas non plus. Enfin, typiquement, il y a beaucoup de ménages français qui cuisinent pour leur famille et notamment pour leurs enfants. Et des fois, les enfants, ils ont un peu du mal à manger des produits complets. Et du coup, ces personnes-là, elles savent plus comment cuisiner. Mm. Bah, comme tu dis, si à côté de ça, il y a un apport de fibres grâce aux légumes ou qu'il y a une consommation à un autre moment de fibres et de nutriments, etc., bah, c'est pas dramatique de temps en temps de manger des pâtes blanches. Et surtout, bah, il faut pas oublier aussi, c'est ce qu'on disait, c'est que le sucre, c'est un nutriment qui est quand même indispensable à l'organisme, notamment au cerveau, et que si on n'en apporte pas, à un moment donné, ça devient compliqué. Ne serait-ce qu'en termes d'énergie, parce que c'est l'énergie qui est la plus fonctionnelle, enfin qui arrive le plus rapidement. Mais après, c'est aussi l'idée de manger des aliments plutôt bruts et Oui. pas forcément transformés. Parce que quand ils sont transformés, encore une fois, on revient à l'ajout de sucre et au sucre qui va avoir une tendance à faire augmenter la glycémie. Typiquement, on prend un jus de fruits industrialisé et un fruit entier, ce sera toujours préférable de prendre le fruit entier qui contient du sucre, mais avec ses fibres, avec ses minéraux, et du coup qu'on va assimiler différemment. Ouais. Je pense qu'il y a une dérive aussi potentielle avec ça, avec ce truc de limiter le sucre.
Et ça nous est arrivé à toutes les deux, je crois, d'avoir ces types de personnes en consultation, des personnes qui vont de moins en moins consommer des féculents. Oui, oui, complètement. Et c'est complètement lié à ce que tu dis. Les féculents, c'est quand même votre source d'énergie à court terme. Donc, on ne peut pas avoir de l'énergie. Enfin, si vous êtes tout le temps fatigué, etc., mais qu'au final, dans votre assiette, vous n'avez rien, ça s'explique. C'est explicable aussi. Parce que c'est l'énergie à court terme, le sucre qu'on va retrouver dans les féculents. Donc, faut pas se dire que on va manger que de la viande et des légumes et que ça va aller mieux. Non, on a aussi besoin d'énergie. Ouais, et puis ce qu'on voit se développer aussi beaucoup, c'est les régimes keto, régimes cétogènes, où en effet l'idée, ça va être de remplacer limite tous les glucides par des produits plutôt gras. Et donc en augmentant la part de lipides. Donc de faire pourquoi pas ce type de régime, parce que là pour le coup c'est quand même un régime de manière courte, ça peut être intéressante, mais quand c'est sur du long cours et tout le temps, en dehors de certaines pathologies par exemple où le régime cétogène pourrait être intéressant, notamment en lien avec tout ce qui est enfin cérébral, c'est vrai que quand on élimine totalement les glucides, en fait, ça devient compliqué. Hein. Et ça, on le voit aussi, par exemple, chez des sportifs. Oui, le corps va fabriquer de l'énergie grâce aux lipides, mais quand même, on le met dans des conditions de restriction. Et comme tu dis, c'est nécessaire pour le cerveau, c'est nécessaire pour avoir une énergie disponible immédiatement. Et ça demande un travail inhabituel, en fait, à l'organisme. Ouais, le régime cétogène, je crois que c'est assez encadré en plus. Enfin, c'est... Puis en plus, il faut dire la vérité, la majorité des gens ne le font pas forcément correctement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire j'ai le droit aux produits gras et ils vont manger de la crème, ils vont manger des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour l'organisme. Ils vont augmenter plutôt, c'est ce qu'on disait, les acides gras saturés qui certes sont nécessaires mais en excès deviennent néfastes pour la santé. Et du coup, en fait, ça ne devient pas un mode alimentaire bénéfique. Ouais, ça me fait penser aux produits light. Oui, parce que ça va avec le sucre, ça va avec... parlons-en. Tu nous parles un petit peu des produits light? L'idée, c'est que c'est vrai que, étant donné que le sucre est diabolisé, et en même temps, c'est pas forcément un tort. Hein. L'objectif, là, aujourd'hui, c'est d'essayer de nuancer les propos, mais c'est vrai que le sucre est quand même à l'origine de beaucoup de maladies. Maintenant, supprimer le sucre, mais avoir besoin du goût sucré et se tourner vers des produits light, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que dans les produits light, très souvent, il y a l'ajout de d'autres ingrédients pour améliorer le goût. Oui. Donc, en effet, souvent, on va s'apercevoir que certes, il n'y a pas de sucre, mais il va y avoir l'ajout de matières grasses ou d'excipients pour modifier la texture. Ouais, d'édulcorants c'est aussi. Ça. Et puis voilà, les édulcorants parfois qui sont utilisés, c'est des édulcorants qui sont néfastes pour la santé, parce qu'on peut le dire. Hein, maintenant, par exemple, l'aspartame, ça a été reconnu qu'il y a des propriétés cancérigènes dedans. Donc, je pense qu'il vaut mieux chercher à se déshabituer du goût sucré plutôt que de chercher à remplacer le sucre par un produit light qui va venir mimer en fait le goût du sucre, parce qu'en plus, en mimant le goût du sucre, on va quand même produire de l'insuline. Et là, ça devient problématique parce que du coup, il peut y avoir à un moment donné une insulinorésistance qui se crée. Ouais. Donc j'ai envie de dire, si on veut sucrer par exemple, je sais pas, on veut prendre un dessert, on se tourne soit vers un yaourt, soit vers un produit végétal par exemple, il vaut mieux à ce moment-là sucrer par exemple avec des fruits, plutôt que de se dire je vais me tourner vers un yaourt light, parce qu'en fait au final on va plutôt avoir des effets néfastes, alors qu'en mettant un produit, un yaourt par exemple sans sucre, auquel on va ajouter des bons sucres riches en vitamines, en nutriments, en fibres, ce sera plus intéressant. Ouais, donc fruits, compotes, potentiellement aussi du miel de temps en temps, enfin voilà, ça reste dans l'idée aussi de varier. Complètement. Et si parfois on met du sucre blanc dans son yaourt parce qu'on a envie ou parce qu'on a que ça, et c'est pas dramatique non plus. Encore une fois, ça s'inscrit aussi dans un équilibre global. Il y a aussi un phénomène dont on entend souvent parler, c'est le jeûne intermittent. Ah là là, le jeûne intermittent. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et on en voit de plus en plus, même chez les sportifs, beaucoup chez les femmes.
Et je pense que l'idée, enfin ce qui est mis en avant, mais même c'est ce qu'on disait en naturo, Ouais. c'est le repos digestif, Ouais. le bénéfice du repos digestif. Et ça, on va pas aller à l'encontre, très clairement. C'est nécessaire de temps en temps de laisser son système digestif au repos. Le problème, et en tout cas ce qu'on voit le plus souvent, et notamment nous, chez les personnes qui nous consultent, c'est que ce sont déjà des femmes. Oui. Et en plus, très souvent, elles vont jeûner le matin. Donc à savoir, elles vont plutôt sauter le petit déjeuner. Et là, ça devient problématique parce que d'un point de vue hormonal, et notamment nous les femmes, on a vraiment besoin d'un apport à la fois protéiné et gras pour pouvoir favoriser justement la construction de nos hormones et pour avoir l'énergie nécessaire en fait le matin. Ouais. Souvent, en fait, les personnes, quand elles démarrent le jeûne intermittent, au départ, elles sont très contentes parce qu'elles vont perdre du poids, parce que c'est aussi souvent l'objectif. Ouais, clairement, c'est ce que j'allais dire. On le voit chez les sportifs, mais aussi beaucoup pour la perte de poids, le Voilà. jeûne intermittent. Et au fur et à mesure du temps, déjà, cette perte de poids stagne et il y a une vraie fatigue qui s'installe. Mais du coup, c'est justifié parce qu'en fait, hormonalement parlant, l'organisme ne suit plus et il se met un peu en métabolisme bas et c'est des calories que les femmes ne vont pas rapporter dans un autre repas. Donc en fait, elles vont se retrouver vraiment en insuffisance calorique et souvent en plus protéinée. Et du coup, il y a non seulement pas de prise de masse musculaire, il y a plutôt une perte. Et en plus, il y a un système hormonal qui du coup se met à déconner, quoi. Ouais, et qui s'affaiblit. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant d'enregistrer aussi. Si encore les calories étaient prises dans la journée, juste les repas sont décalés, mais la plupart du temps, les repas sont pas décalés. C'est juste on saute un repas, la plupart du temps le petit-déj, on va manger un déjeuner, un dîner, et basta. Ouais, Et très souvent, alors déjà que dans la majorité des cas, même des femmes qui mangent 3 repas par jour sont parfois en déficit calorique. complètement. C'est pas tout le monde, mais il y en a quand même qui sont en déficit calorique. Alors imaginez si vous retirez encore un repas, et puis comme tu le disais, surtout celui du matin, ça fait quand même pas beaucoup de calories dans la journée. Et c'est normal aussi d'être fatigué quand on a ça. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup, hein. On s'aperçoit quand on se concentre sur l'alimentation des clientes, il y en a quand même beaucoup qui sont largement en dessous de 1500 calories. Mm. Sauf qu'en vrai, ça n'atteint même pas le métabolisme de base. Donc c'est un peu compliqué d'une part d'avoir de l'énergie, d'autre part d'avoir un moral au beau fixe, entre Oui, aussi. guillemets. Ça explique aussi les symptômes et le stress, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que le moral, on n'en parle pas souvent, mais si vous ne mangez pas correctement, ça peut aussi avoir un gros impact sur votre moral. Ça, c'est certain. Donc, je trouve que ce qui peut être intéressant, rapport au jeûne intermittent, si vraiment on est dans un moment où on sent qu'on a besoin d'un repos digestif, etc., plutôt le soir, on va essayer de manger soit léger le soir, soit on va peut-être sauter le repas du soir. Mais en règle générale, on ne conseille pas, en tout cas, moi je sais que je le conseille plus maintenant, je crois que toi non plus, de sauter le repas Non, ouais, du c'est pas matin, enfin l'idéal. de sauter le petit-déj. Après, encore une fois, c'est ce qu'on disait. L'idée, c'est vraiment d'individualiser et d'être accompagné. Ouais, Typiquement, en effet, on va pas, enfin, le jeûne intermittent, il va pas être adapté pour des personnes qui sont fatiguées, qui ont une tendance, par exemple, aussi à avoir des insomnies, des troubles du sommeil. Donc, ouais. tout ça, c'est à adapter. Mais c'est vrai que si on devait recommander un jeûne intermittent, en effet, je pense qu'il vaut mieux à ce moment-là sauter plutôt le dîner Mm. que le petit déjeuner, parce qu'à la sortie du jeûne de la nuit, en fait, le corps a besoin d'avoir des nutriments pour bien démarrer la journée. Mm. D'ailleurs, je sais pas si toi ça te l'a déjà fait, mais je sais que moi ça a pu me le faire. Si je prends mon petit déjeuner un peu tard, si par exemple, je sais pas, je suis réveillée à 8 heures et que je vais prendre mon petit déj que vers 10 heures, parce que au début j'avais peut-être pas faim et que je pars me balader, Mhm. et ben je vais avoir un gros coup de fatigue Ouais. jusqu'à ce que je mange. Et je sais que c'est parce que justement je suis en manque, Bien sûr. notamment d'ailleurs de glucides très certainement. Mais une fois que j'ai mangé, là je retrouve de l'énergie. Donc faut aussi savoir se poser des questions. Après, ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas faim le matin, il faut aussi savoir s'écouter. Il y a peut-être des matins où soit on mange un petit peu moins, soit on mange pas, ou on décale l'heure du petit-déj. Mais je pense que sur le long terme, le jeûne intermittent, pas manger le Ouais, matin, non, je suis d'accord.
Après, ça peut être intéressant, par exemple, de le faire 1 ou 2 fois par semaine, voilà, pour mettre au repos le système. Mais encore une fois, prioriser plutôt le repas du soir. Et par contre, quelqu'un qui n'aurait jamais faim le matin, c'est vraiment intéressant d'aller explorer, de se poser la question pourquoi. Parce qu'il y a probablement une raison, c'est pas physiologique, c'est pas normal en fait de pas avoir faim le matin. Alors ok, quand on vient de sauter du lit, ça peut s'entendre. Par contre, dans l'heure qui suit, normalement, à un moment donné, on devrait ressentir la faim, puisque c'est ce que tu expliquais. Enfin, le matin quand on se lève, on a aussi un pic de cortisol, et le cortisol en fait va faire diminuer, enfin va d'abord faire augmenter notre glycémie pour la faire redescendre. Donc logiquement, on doit avoir besoin de manger, quoi. Ouais. Parlons maintenant des régimes végétariens. Ah, c'est intéressant. Ça se développe beaucoup aussi. Enfin, en fait, c'est vrai que même en naturo, on préconise beaucoup de végétaliser son assiette, de réduire les protéines animales fortes notamment, etc. Et c'est vrai que je trouve que même autour de nous, on rencontre de plus en plus de personnes qui se tournent soit vers du végétarisme ou du véganisme. Voilà, je cherchais comme on le dit. Merci. Ou du véganisme, ouais. Et ben là encore, je trouve. Alors en fait, ce qui va potentiellement me déranger, c'est les allégations de santé, de dire oui, tournez-vous vers un régime végétarien, c'est bon pour la santé, etc., etc. En soi, c'est pas forcément faux. Oui, c'est bien de végétaliser, mais en fait, déjà, il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, est-ce que si on se tourne vers un régime végétarien, donc on va parler plutôt de protéines végétales du coup, est-ce qu'on les digère bien? Ouais. Ça, c'est le premier point pour moi. Et deuxièmement, si on les digère bien, est-ce qu'on en a assez? Suffisamment, ouais. Parce qu'on en a déjà parlé, je pense que ça devait être dans les premiers épisodes de podcast justement sur les protéines. Il faut quand même un apport suffisant de protéines dans la journée pour tout le monde. Et puis pour avoir aussi tous les acides aminés. Voilà, pour avoir tous les acides aminés essentiels, il faut avoir aussi les bonnes combinaisons alimentaires. Et donc, est-ce qu'on a réellement le bon apport de protéines quand on a une assiette végétale? C'est à ça qu'il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'être végétarien. Ça peut être bien, mais il faut se poser ces questions-là. Est-ce que je digère bien les protéines végétales et est-ce que j'en ai suffisamment? C'est vrai qu'en plus, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a aussi différentes causes au végétarisme et au véganisme. Donc bien sûr, c'est une question de conviction personnelle et ça, on le respecte totalement. Mais il faut bien avoir conscience que quand même, dans la société dans laquelle on vit actuellement, on a aussi des besoins nutritifs. Et c'est vrai que bien souvent, le fait de manger uniquement végétal ne permet pas de couvrir tous les besoins. Donc ça veut dire que quand même très souvent, il y a un besoin de supplémentation. Là, c'est sûr, notamment dans certaines vitamines. Ouais, la B12. C'est ça. Et puis parfois en fer ou autre. Donc ça dépend comment en fait l'assiette est constituée. Mais c'est là où c'est important et intéressant d'être accompagné par rapport à ce type de régime et d'être suivi sur du long cours. Parce que les premières années, ça peut aller, mais au bout de quelques années, c'est là où les carences, elles vont se développer. Et évidemment que de manger aussi trop de protéines animales, par exemple, ce n'est pas forcément bénéfique, parce que ça peut être acidifiant, ça peut être inflammatoire. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver, et l'idée de végétaliser de plus en plus son assiette est bonne, mais lorsqu'on est dans un régime particulier, c'est important d'avoir conscience de la possibilité d'être carencé. Ouais. Et encore une fois, je pense que le régime végétarien ne convient pas à tout le monde. Moi, j'ai entendu aussi des témoignages de personnes qui sont devenues végétariennes pour des raisons personnelles, des convictions personnelles, et qui y sont revenues parce que niveau digestif, ça fonctionne pas, parce qu'on est fatigué tout le temps, parce que, voilà, juste, j'en reviens au premier point, on digère pas bien aussi les protéines végétales, et en plus de ça, on n'en a peut-être pas assez. Donc je pense que ça correspond pas à tout le monde, et comme tu dis, c'est bien d'être accompagné, surtout si on a envie de le faire, parce que très souvent au début on va se lancer là-dedans sans trop savoir, on va se dire j'enlève la viande, et juste parfois on oublie de mettre par exemple des lentilles avec notre riz ou du soja, ou voilà, et on va se retrouver à avoir un manque de protéines, et ça c'est vraiment dommage. Oui, et puis encore une fois, c'est pas pareil quelqu'un qui est végétalien ou quelqu'un qui consomme des œufs, enfin qui va avoir d'autres types de protéines. Donc c'est toujours à adapter, mais voilà, il faut avoir en fait cette notion et cette vigilance particulière. Ouais.
Est-ce que tu veux bien nous parler du café Hadza? Ah, le café. Le café. Tu te souviens qu'en école de naturo, Oui. c'était diabolisé le café. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'on est nombreux à avoir arrêté le café pendant la formation. Ouais, je crois aussi. Quelques personnes ont continué, en prenaient de temps en temps, mais c'est vrai que la majorité, on a énormément réduit. C'était notamment mon cas. Moi, pendant de nombreuses années, j'ai bu un mug, mais un mug énorme au réveil. Ouais, Après, je suis quelqu'un qui a un tempérament assez speed, enfin voilà. Mais c'est vrai que je sentais que j'étais assez nerveuse. Ça m'arrivait souvent même d'avoir des tremblements, par exemple des mains, des extrémités, etc. Mais je mettais pas ça forcément sur l'idée de la caféine. Et donc, j'ai arrêté plusieurs mois. J'ai trouvé des alternatives, toutes celles qu'on a citées déjà dans nos podcasts, les infusions de plantes, la chicorée, il y a beaucoup de possibilités. Et donc, depuis peu, je reprends de temps en temps un café. Et c'est vrai que pendant la formation, on en parlait beaucoup toutes les deux, Marie, parce que c'est quand même reconnu, il y a des études oui. qui montrent que le café a des côtés bénéfiques, notamment sur tout ce qui est cérébral. Il y a aussi des études qui montrent que ça peut prévenir, enfin en tout cas qu'il y a une incidence sur l'Alzheimer, sur certains cancers, sur tout ce qui est cardiovasculaire aussi. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Le café, et notamment la caféine, peut être pro-inflammatoire et acidifiante. Donc encore une fois, Marie, Ouais. l'équilibre. Donc l'idée, c'est de pas consommer 15 cafés par jour. Je pense que le raisonnable, ce serait, on va dire, 2 cafés par jour. Ouais, 1 à 2. Et de le consommer au bon moment. Donc typiquement, quand je le buvais au réveil, c'était pas l'idéal. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on va justement fabriquer notre cortisol. Et en buvant le café, à un moment donné, on va pas interrompre, mais on va limiter la production naturelle du cortisol parce qu'en fait, on va stimuler nos glandes surrénales avec cette caféine. Donc plutôt boire un café, par exemple, 2 heures après le réveil et maximum, je pense, vers 14 heures. Ce n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour justement ne pas avoir cet effet excitant et pour ne pas épuiser les surrénales aussi. Ouais. Donc, encore une fois, l'idée, je pense que c'est de varier. Et je trouve que j'ai trouvé un équilibre, moi, comme ça, en prenant un café de temps en temps, déjà pour le plaisir, parce que j'aime le goût, et aussi pour me donner un petit coup de fouet. Et en même temps, ça m'arrive régulièrement de boire des infusions de plantes, de boire des autres types de boissons chaudes pour d'autres bénéfices. Ouais, c'est ça. On en revient à tout est une question d'équilibre et il faut pas être dans l'excès et je pense que c'est l'excès qui est néfaste. Les extrêmes sont néfastes, les excès sont néfastes. Il faut individualiser Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on diabolise souvent le café, mais on parle peu du thé, alors Oui, que finalement, il y a de la théine il y a de la dedans. théine, il y a C'est de la pareil. caféine, donc c'est pareil. Mais voilà, l'idée, c'est de pas en abuser, de pas être dans l'abus, quoi. Comme pour tout. Eh ouais, c'est toujours la conclusion Ouais, de c'est toujours la conclusion. de nos podcasts Soyez de façon juste, générale. soyez équilibré. Écoutez-vous aussi, toujours. Essayez de voir comment vous fonctionnez. Ouais, parce que j'ai envie de dire, en plus, c'est aussi ça qu'on veut apporter dans la naturopathie, c'est la connaissance de soi, de soi-même, et de savoir comment notre corps réagit. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, des fois, on veut un peu mimer ce que les autres font parce qu'il y a quelque chose qui a marché pour eux. Sauf qu'en Oui. fait, peut-être que nous, notre organisme fonctionne différemment. Ouais. Et l'essentiel, c'est justement de se centrer sur soi et de voir comment nous, on réagit pour avoir les comportements les meilleurs pour notre santé, en fait. C'est ça. Ça va nous entraîner sur d'autres sujets, mais du coup, on fera une deuxième partie de ces sujets controversés en naturopathie et de ces clichés en quelque sorte. Parce que sinon, on va avoir un podcast qui va durer 40 minutes. Grave. Ouais, et puis en fait, nous, c'est vraiment notre vision de la naturopathie, c'est le fait qu'il faut toujours nuancer, avoir aussi son libre arbitre. Ouais. Et là, en lien avec l'alimentation, c'est aussi avoir conscience que l'objectif, c'est pas de développer des troubles alimentaires. Non. Parce que des fois, à vouloir trop faire attention, en fait, on tombe dans des troubles du comportement et c'est pas du tout l'objectif. C'est vrai, et c'était tout l'objectif aussi de ce podcast parce que on a l'habitude, nous-mêmes d'ailleurs dans nos podcasts, de dire limiter le sucre, limiter les acides gras saturés, etc. Oui, il faut les limiter, mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui, dans le limiter,
entendent interdire, supprimer. Et là, c'est pas bon. Effectivement, on peut aussi tomber dans des troubles du comportement alimentaire et c'est pas bon. Donc, d'où l'idée de la nuance qu'on voulait apporter. Ouais, et puis nous-mêmes, en fait, on se rend compte qu'on est très humaine, on est naturopathe, on est passionné par tout ce qui est alimentation, etc. Mais dans les faits, on se fait plaisir, on n'a jamais une alimentation totalement parfaite. Et c'est normal, en fait. Tout à fait normal. En fait, on est normal. Ouais. Merci Marie pour ce nouvel épisode de podcast. Merci à tous pour votre écoute. Merci à toi, Adza. Si vous avez des sujets en naturopathie, des clichés, etc., que vous voulez qu'on aborde dans le prochain épisode, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram, drôle de naturo. Comme ça, on pourra les traiter dans le prochain épisode de podcast. Parfait. Voilà. Et à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.